Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, ne vous inquiétez pas, vous êtes bien sûr sur E-Télé. Une nouvelle émission s'invite chez vous désormais chaque matin de 6h30 à 8h30 avant de retrouver votre émission La Cour commune. Nouvelle émission, le réveil matin. Désormais, vous allez composer avec de nouvelles rubriques et retrouver d'autres certainement, comme pratique sport, comme télé d'hier, comme également le journal Actu sur le web. La question du jour avec Jacqueline Alavant va nous revenir et nous parlerons de l'éphéméride également sur ce plateau. N'oubliez pas, restez-nous fidèles surtout car à la fin de chaque semaine, vous aurez des lots à gagner étant donné qu'il y aura des jeux sur cette émission. À l'entame, je suis avec Wicheji Bagidi. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, Brunel. Comment allez-vous, Wicheji? Super bien, comme un charme ce matin. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de reprendre ou bien de démarrer une nouvelle émission avec les téléspectateurs? Je sais que vous avez fait quelques émissions en soirée. Bien sûr, là, c'est un plaisir pour moi. Je suis toute émue et je nous souhaite la bienvenue. Super. Et oui, mesdames, messieurs, on espère donc que vous nous recevrez le plus longtemps possible chez vous. Alors, première rubrique de cette émission, ce sera bien entendu le prénom du jour. Prénom du jour, aujourd'hui 16 novembre 2022. Oui, est-ce que vous savez de quel prénom on parle? Saint-Charbel. Non. Non, peut-être une nouvelle tentative. Emmanuela ou Wichedi. Pourquoi pas? Wichedi. Peut-être que dans les prochaines années, ça va entrer dans le calendrier. On est là. On espère. On sait jamais. Alors aujourd'hui, nous allons parler tout simplement des marguerites. Le 16 novembre est consacré à la Sainte Marguerite et également au Matthieu. Mais il faut dire que le prénom Marguerite est fêté 2 fois dans l'année. Le 16 octobre en l'honneur de Sainte Marguerite Marie à la coque. Nous allons peut-être voir son image si tout va bien. Mais aussi le 16 novembre en l'honneur de la Sainte Marguerite d'Écosse. Donc ça, c'est la Sainte Marguerite d'Écosse. Donc l'image que nous voyons sur nos petits écrans. Et il faut dire qu'elle était donc la petite fille du roi d'Angleterre. Elle s'est réfugiée en Écosse lors d'une invasion normande et elle deviendra l'épouse du roi Malcolm III à qui donc elle a fait 8 enfants. Elle s'intéresse grandement au bien du royaume et de l'Église, joignant donc à la prière et au jeûne la générosité envers les pauvres et donnant ainsi un exemple d'excellente épouse de mère et de reine aussi. Et elle est décédée en 1093 plutôt à Édimbourg après avoir appris la nouvelle de son époux et de son fils dans une bataille. Vous comprenez que quand on perd 2 êtres chers, c'est normal Le lien fort de l'amour. Exactement, qu'on succombe aussi quelques jours après. Bien sûr. Alors, nous restons donc sur les marguerites pour dire que le prénom Marguerite est un prénom féminin qui est issu du latin margarita. Vous en avez sûrement entendu beaucoup parler dans les feuilletons. Les feuilletons espagnols, mexicains et consorts. Exactement, margarita, un mot qui signifie perle d'ailleurs. Et ce prénom est associé à la fois à la jolie fleur qui porte son nom et à la perle. La fleur, on va peut-être la voir également, et à une perle précieuse et rare. Et c'est d'ailleurs donc un prénom porté par de nombreuses reines, comme d'ailleurs la reine d'Écosse que vous avez vu tout à l'heure. Et cela fait donc valoriser davantage ce prénom. Voilà, la fleur de Marguerite qu'on a vue tout à l'heure. Alors, à quoi, ou plutôt quelles sont les caractéristiques ou plutôt le symbole, je vais d'abord dire, de la marguerite, la fleur marguerite d'abord. Quand on vous offre une marguerite, ça signifie quoi pour vous? Quand vous voyez peut-être la fleur?
Quand je vois la fleur, bon, déjà, elle est différente de la rose, donc je ne dirais pas que c'est de l'amour, peut-être de l'amitié. Quelqu'un qui me prouve une certaine compassion, une certaine même aimabilité. Oui, oui, vous n'êtes pas loin parce que justement, c'est l'une des significations lorsqu'on offre une fleur de marguerite à quelqu'un. Mais d'abord, on va parler du renouveau. Vous voyez, la fleur est toute fraîche avec la couleur blanche et jaune et tout. De par donc sa fraîcheur et sa capacité à fleurir à l'état sauvage, elle symbolise donc un nouveau départ. Elle peut être ainsi offerte seule ou dans un bouquet aux jeunes parents, par exemple, qui viennent de se marier ou qui viennent d'avoir un enfant pour le souhaiter disons, beaucoup de bonheur dans cette nouvelle vie, parce que ça marque quand même, se marier, avoir des enfants, ça marque le début d'une nouvelle vie. Exactement. Donc, il y a également l'innocence que cela symbolise. Et la marguerite incarne l'innocence, la virginité et la candeur. La fleur blanche, ses pétales vierges de toutes les couleurs symbolisent la douce naïveté de l'âme. Et à ce titre, elle peut être offerte pour exprimer des sentiments simples, sans tracas, désintéressés et sans arrière-pensée. Donc, voilà. Alors, le bonheur également, c'est un symbole de la marguerite qui, en son cœur jaune, entouré de rayons blancs, voilà un peu comment on peut décrire la fleur, n'est pas sans évoquer l'astre du jour. Le jaune nous rappelle le soleil. Symbole de vie, de lumière et de joie, tout simplement. Et l'amour également, hein, n'oublions pas, l'amour, parce qu'en fait, c'est deux fleurs. On peut dire que c'est deux fleurs en une parce que justement, il y a le blanc et le jaune qui se rejoignent. Et par ce symbolisme-là, la marguerite décrit donc l'amour entre une femme et un homme, en tout cas entre deux êtres qui ensemble forment un. Exactement. Et cette caractéristique lui vaut d'être associée à l'amour vrai, celui de deux âmes sœurs unies par des liens indéfectibles. Que c'est beau. N'est-ce pas? Très. J'espère que vous allez pouvoir peut-être recevoir un de ces jours. Donc, on est là. Une fleur de marguerite. Dès que je la reçois, je vous ferai part de cela. Ah, c'est intéressant. Alors, parlons très rapidement pour finir avec le prénom Marguerite, déjà, des caractéristiques. Lorsqu'on s'appelle Marguerite, quelles sont les caractéristiques que l'on a? Il est à noter que le prénom Marguerite dénote une personnalité généreuse, empathique et à l'écoute. Elle est en demande d'affection aussi. Alors, elle est en demande d'affection. Elle se montre sincère, mais parfois, elle a tendance à paraître trop intrusive. Lorsque vous êtes une Marguerite, elle se met donc au défi sans sourciller et atteindra sûrement les objectifs qu'elle s'est fixés. Alors, si c'est une enfant, c'est une fille donc qui n'apprécie pas l'indifférence et qui a besoin d'être souvent sollicitée. Parents donc d'une petite fille Marguerite, sachez qu'avec elle, les jeux de société peut-être peuvent être un vrai plaisir. Et attention, elle peut être trop curieuse. Il faut donc veiller à lui mettre des limites pour qu'elle ne déborde pas trop. Alors, une petite histoire sur toutes ces personnes qui ont porté le nom Marguerite. Il faut dire que c'est un prénom quand même très ancien en France et attribué à 9101 bébés en 1902, à 9205 enfants en 1908 et à 69 enfants seulement en 2020. Vous voyez l'écart entre ces années-là. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de personnes qui s'appellent Marguerite. À part une avec qui j'ai fréquenté qui s'appelle Marguerite, ah, oui. je ne connais plus personne d'autre. Ça, c'est intéressant. Alors, nous finirons vraiment avec ces célébrités qui ont quand même porté le nom de Marguerite. Il y en a 4 que j'ai notées. Marguerite Duras, qui est d'ailleurs une écrivaine, on va voir son image tout à l'heure, qui est une écrivaine, réalisatrice et scénariste. Elle a vécu de 1914 à 1996. Et Marguerite Duras, d'ailleurs, voilà donc son image. Écrivaine, réalisatrice et scénariste, 1914 à 1996. Il y a Marguerite Yourcenar, qui est une traductrice, poétesse et romancière. Elle a vécu de 1903 à 1987. Et Marguerite Long, une pianiste et professeure de musique. Elle est restée donc sur Terre de 1874
à 1966 et Marguerite enfin Moreno qui est actrice de cinéma de 1871 à 1948. Elle a vécu. Voilà donc ce qu'on peut retenir. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais le prénom Marguerite est assez riche et donc voilà le résumé que j'ai pu en tirer donc, de toutes mes recherches. Je pense que les Marguerites, elles se sont vraiment fait plaisir en apprenant tout ça d'elles. C'est beaucoup de choses. Et oui, je suis persuadée que peut-être vous venez de découvrir certaines choses sur vous-même. Peut-être que ce n'est pas forcément le cas. De toute façon, ce sont les exceptions qui font la règle. Hein. Oui. Donc, si vous ne vous retrouvez pas forcément dans les traits caractéristiques, ne vous inquiétez pas. Chacun a sa particularité. Absolument. Alors, oui, Tchétché, nous allons poursuivre tout de suite avec le sport. Est-ce que vous faites le sport? Je faisais du sport, même si souvent je fais de la marche, c'est aussi du sport, donc allons-y. Bon, combien de fois par semaine, hein? On va sur d'abord et on revient. D'accord. Oui, on revient. Marchez. On va densifier un peu les choses. On va chercher 1, 2, on saute 2 fois vers l'arrière. 2 jumps vers l'arrière. Ça donne 1, 2, tout simplement. D'accord, à toi, 2, 1, go, on va chercher. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, très bien. Marchez, on récupère un peu. Voilà. Toi, c'est parti. Allez, on y va toujours sur le même côté. Côté gauche cette fois-ci, on fait gauche, droite, 2 fois vers l'arrière. 3, 2, 1, go. Gauche, droite. Gauche, droite. On va chercher plus bas. Gauche, droite. Gauche, droite. Mais ceux qui ont des problèmes de genoux, n'allez pas en bas. Restez juste là comme moi. Là. Voilà. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Le dernier. On jump. On jump. On jump. Et là, c'est la fin. On va partir sur 2 séries de 10 pour le jumping jack. Apprêtez-vous. 3, 2, 1, go. Là. 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 Ceux qui ont des problèmes de genoux, vous allez tout simplement comme ceci. Là. Et vous revenez. Là. Vous revenez. Là. Tout le monde doit transpirer. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Relâchez. C'est bien. Merci. Allez. Toi, c'est parti. Très bien, les amis, place au renforcement musculaire. Tout de suite, on va partir avec de levier squat. D'accord, des séries de 10. Tout simplement. 3, 2, 1, on descend. Tout doucement et on revient. On n'est pas pressé. Encore, tout doucement. Ok, très bien. Encore, ça fait 3 et on revient. Tout doucement. 4, on revient. Allez, 5, on envoie les fesses vers l'arrière. 6, les fesses vers l'arrière. Le poids du corps sur les talons. Allez, ça fait 7. On y va. 8, encore. 9, et le dernier, 10. On relâche. Relâchez. Quelques secondes. Deuxième série. Deuxième série, squat et fessier. On va basculer tout simplement. On est là. Une fois, on revient et on tire. On contrôle la descente de la jambe. Tout simplement. Ça peut aller. 3, on commence par le côté gauche. 3, 2, squat. Une fois, on revient, on tire. Et on recontrôle. Allez, squat, côté droit, tire. Encore, squat, on revient, on tire. Allez, go. Squat, on revient. Très bien. Ceux qui ont des problèmes de genoux, on descend juste à ce niveau-là, comme la dame. Ismat, voilà. Légèrement, vous revenez et vous tirez. Super, encore. Une fois, oui, et on tire. Encore. Une fois, on tire. Allez, le dernier, ici, et on tire. Très bien.
On revient. On fait la deuxième série. Troisième série. On fait juste les squats. Là, une fois, on revient et on grandit, tout simplement. On veut solliciter un peu les mollets. Voilà, on descend sur les squats. On grandit complètement, on décolle les talons. C'est très simple. 3, 2, 1, go. 10 fois. 1. On tire. Très bien. 2. Merci. Et on tire. Voilà. 3. Et on tire. Ok. 4. Et on tire. 5. Et on tire. 6. Toujours le poids du corps sur le talon derrière. 7. Dégagez bien les fessiers. Ok. 8. 9. Et puis 10. Super. Ok, on relâche légèrement. Relâchez. 4e série. Voilà, c'est du renforcement musculaire. Plusieurs répétitions pour permettre au quadriceps de bien se muscler. Celles qui n'ont pas de muscles, vous allez vous faire dégraisser tout simplement par cet exercice-là. Merci, on y va. 4e série. On descend tout simplement. Une fois, on tire et on bascule. On combine les trois. Prêt? Côté gauche. Go. Squat. On grandit et on tire. Merci. Allez. Squat. On grandit et on tire sur le côté. Super. Très bien. On n'est pas pressé. Voilà. Tire. Ça fait 4. Encore 6. On descend. On revient. Et on tire. Très bien. Le plus haut possible. Le plus haut possible, je tire. Très bien. Allez. On descend. Mollet. On tire. Allez, go. Encore 2. On y va. Et on tire. Super. On y va. On grandit. On tire. La dernière. Et on tire. Super. Relâchez. Allez, on va passer sur les fentes. Tout simplement. On est là et on avance. Une jambe. On tire. On ramène la jambe. Très simple. Ça peut aller? Ok. 3, 2, 1. Jambe gauche. La musique domine. Une fois. On revient. On arrête. Deux, trois, c'est parti. Allez, nous allons partir sur le côté droit, tout simplement, et on revient toujours en squat. 3, 2, 1, go. 1, on revient. Encore, go. 2, très bien. Toujours le même principe. Voilà. Le poids du corps sur les talons derrière. Très bien. Ça fait 4. On y va. 5. Encore 3. 6. Tout doucement. On n'est pas pressé. 7. Et le dernier. 8. On va enchaîner sur l'autre côté. Prêt? Go. Une fois. On refait. Tout simplement. 2 fois. On contrôle la descente. Et la montée. 3. Super. 4. Encore. 5. Encore 3. On y va. 6. Très bien. Le buste bien droit. 7. Allez. 8. On garde le buste bien droit. Super. On refait. Deuxième série sur le côté. 3, 2, 1. Go. On y va. Une fois. Encore. 2 fois. On y va. 3 fois. Très bien. Allez, go. 4 fois. Très bien. Allez. 5 fois. Encore 3. Go. 6 fois. Encore 2. 7 fois. L'alignement du corps, c'est très important. Et 8. Super. Sur l'autre côté. 3, 2, 1. Go. Une fois. On le fait. 2 fois. 3 fois. 4. Encore 4. Du courage. On y va. 5. Merci madame. On y va. 6. 7. Et le dernier. 8. Très bien. Allez, on va passer aux fentes maintenant. Vers l'avant. 8 séries. Une série de 8 sur chaque jambe. Toujours. Ceux qui ont des problèmes de genoux, accompagnez avec les 2 mains sur le genou et revenez tout doucement. D'accord? Tout doucement. Ceux qui n'ont pas de problème, on y va. 3, 2, 1, go! Une fois. Ok.
La main opposée avancée. On avance la jambe gauche, mais on avance le bras droit. Très bien, ça fait 3. 4. On revient à sa place, on repart. 5. Très bien, allez go. 6. Très bien, merci. Allez, 7. Pour ceux qui ont des problèmes de genoux, allez-y comme elle. 8. Allez, c'est bien. Merci. 9, le dernier. Et 10. Bravo. On change de côté cette fois-ci. Allez, jambe droite. 3, 2, 1, go. Une fois. Allez, on met. 2 fois. Encore. 3 fois. On met. 4 fois. 5. Très bien. Encore. 6. 7. Moins 3. 8. C'est très intéressant. Allez. 9. Et puis 10. Merci. Bravo. On va s'arrêter là pour le renforcement musculaire. Place aux abdominaux. Voilà, pratique sport donc avec Eskil Pozuma tous les matins. Vous faisiez du sport, vous allez reprendre sûrement. Comme moi. Vous allez reprendre sûrement, amis téléspectateurs, en espérant que ces quelques images vous aient permis donc de vous défouler un peu ce matin avant de prendre la route pour le boulot. Avant de prendre la route pour le boulot, c'est important de savoir aussi à cette date du 16 novembre, quels sont les faits marquants qui ont rapport donc à cette date, l'éphéméride. L'éphéméride donc avec vous, oui Gigi. Oui, Brunel, la date du 16 novembre, Brunel, ça nous rappelle la création de l'UNESCO. Ça, c'est ton cours d'histoire, votre cours d'histoire. Après 2 guerres mondiales, en moins de 30 ans, vous savez, l'UNESCO a vu le jour ce 16 novembre 1945 sous une forte conviction, celle de construire une paix durable, car les accords économiques et politiques entre États ne suffisaient pas. Il faut unir les peuples par le dialogue des cultures et la compréhension mutuelle. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, vise à instaurer la paix et la coopération la paix par la coopération internationale en matière d'éducation, de sciences et de culture. La constitution de l'UNESCO a été adoptée à Londres en 1945, je signale, et est entrée en vigueur en 1946. Toujours à la date du 16 novembre, Brunel, mais cette fois-ci en 1972, il s'agissait de l'adoption de la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. La Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel est un texte juridique adopté le 16 novembre 1972 par l'UNESCO. Elle engage les États signataires à protéger les sites et les monuments dont la sauvegarde concerne l'humanité. En août 2021, 194 pays sont signataires de la Convention. En 1933, à présent, le président Roosevelt rétablit les relations interrompues avec l'URSS en 1917. Il faut retenir que les relations entre les États-Unis et l'URSS couvrent la période du 1917, date de la mise en place de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, à 1991, date de la dislocation de l'URSS. Ces relations sont marquées par la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. De même, ces relations étaient marquées par de fortes tensions qui opposaient 2 systèmes totalement différents. D'un côté, le capitalisme, de l'autre côté, le communisme. Les États-Unis et l'URSS établissent formellement ces relations diplomatiques le 16 novembre 1933, après de longs mois de discussions. Leurs assises portaient en général sur la question de la dette russe,
ou sur le rôle de l'Union soviétique dans la propagation du communisme dans le monde et plus spécifiquement aux États-Unis. Pour finir, nous rappelons que Franklin Delano Roosevelt fut le 32e président des États-Unis. Son mandat s'étend de 1933 à sa mort le 12 avril 1945. Et pour finir avec l'éphéméride Brunel, allons en date, toujours à la date du 16 novembre, mais cette fois-ci en 2006, où la présidente de Poitou-Charentes, Ségolène Royal, a été désignée par les militants du PS comme candidate pour les présidentielles de 2017. PS qui veut dire Parti socialiste, bien sûr. Ségolène Royal est la première femme française à accéder au second tour d'une élection présidentielle, mais elle est battue par Nicolas Sarkozy, récoltant 46,94% des suffrages exprimés. Merci beaucoup, Wichechi. Tous ces faits marquants, donc on en a 3 ou 4. Bien sûr, 4 informations donc, liées à cette date du 16 novembre, tout simplement. Oui. Et d'ailleurs, tous les jours, vous en saurez davantage sur les différents faits qui rattachent cette date-là et qu'on ne célèbre pas forcément, mais qu'il est important de rappeler à la mémoire commune pour que nous puissions nous informer davantage. Celui qui a l'information a le pouvoir, dit-on. Bien sûr. Alors, après l'éphéméride, il est aussi important de revenir sur les informations ou les émissions que vous avez suivies sur notre chaîne de télévision. Mais ne zappez surtout pas, restez avec nous car un point culminant de votre émission Le Réveil Matin, c'est bien sûr cette discussion de questions électorales avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Mais ce sera bien après Télé d'hier. C'était donc Télé d'hier avec la rédaction essentiellement et bien entendu Émeric Okupeli. Nous poursuivons la tranche informative de cette émission matinale avec le journal de ce matin juste après le générique et ce sera avec Wikiji. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle tranche d'information de la journée. Suivez les titres. Dernier jour de complément des dossiers de candidature, les responsables du Parti Mouvement Populaire de Libération, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et du Parti Les Démocrates étaient à la Sénat ce mardi pour compléter leur dossier. Les précisions sont à suivre. Fête de fin d'année à Canal Plus Bénin, le décodeur à 6 000 francs CFA et 15 jours de tout Canal Plus offert pour tout réabonnement. L'annonce a été faite à la faveur d'une conférence de presse. Retour au bécail des équipes du CEG Sainte-Rita et du CEG Kobli après avoir défendu vaillamment les couleurs nationales au championnat scolaire UFOA Zone B en Côte d'Ivoire. À nouveau, bonjour. Invités à présenter les pièces manquantes à leur dossier de candidature pour le compte des législatives de 2023, les responsables du Mouvement populaire de libération MPL, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et le Parti Les Démocrates étaient à la Sénat hier, mardi 15 novembre. À l'heure actuelle, difficile de confirmer le dépôt ou non des corrections du Parti Les Démocrates. Suivons ici un extrait des propos du président du MPL Expérience Tébé et Cyril Djikoui, le président délégué de l'UDBN. Ça y est, c'est fait. Le MPL a obtenu les 2 quitus restants pour boucler son dossier de candidature. Donc, nous sommes officiellement dans la course pour les législatives 2023. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas obtenir notre récépissé définitif pour participer à cette élection.
Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter et remercier tous nos militants, sympathisants, qui depuis le début de ce processus se sont donnés, se sont inquiétés pour nous et ont fait tout avec nous pour que nous puissions venir à cette étape. Les difficultés, il y en a tellement que ce n'est pas le moment d'en parler. Elles sont maintenant derrière nous. Ce que nous attendons, ce que les militants du MPL attendent aujourd'hui de la Sénat, c'est leur récépissé définitif. Point. Le travail a été très bien fait. Et l'UDBN ira aux élections. Si c'est le contraire, on me dira les raisons pour lesquelles l'UDBN n'est pas retenu. L'UDBN n'ira pas aux élections. Nous avons fourni tous les documents qui ont été demandés. Nous avons répondu à toutes les observations. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas aux élections. Vous savez, c'est comme un examen. L'étudiant qui sort, qui est confiant de ce qu'il a fait comme travail, peut déjà pronostiquer. Et le pronostic nous donne vainqueur. En tout cas, les jurys n'ont pas le choix que de nous dire que nous avons bien travaillé. On dira non, ça n'a pas été facile. Mais ce qui compte, c'est le résultat. Nous avons eu tous les quitus fiscaux qui manquaient à notre dossier. Donc, le résultat est atteint. Je dirais donc après coup que ça a été facile. Le député Désiré Vodonou, un informaticien sénégalais et un banquier béninois, séjournent en prison depuis le vendredi 4 novembre 2022. Ils ont été interpellés le samedi 29 octobre dernier dans une affaire de casse d'une banque implantée au Bénin par le biais de son système informatique hacking. Tous ont été placés sous mandat de dépôt à l'issue de leur présentation au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Quels sont les chefs d'accusation retenus contre les prévenus et les peines encourues par ces derniers si les faits s'avéraient? Élément de réponse dans ce reportage. L'ancien député béninois Désiré Vodonou et ses deux présumés complices auraient tenté de s'introduire par voie électronique dans le serveur d'une banque implantée au Bénin pour récupérer une somme à 10 chiffres. L'information, publiée par des médias béninois, a abondamment été relayée sur les réseaux sociaux. Le poteau rose découvert, les trois ont été présentés au procureur spécial de la CRIET et sont poursuivis pour accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux. Chacun de ces chefs d'accusation est prévu par les lois en vigueur au Bénin avec des peines spécifiques, fait savoir Martial Tiburce Zanou, professeur de droit des universités, spécialiste en droit pénal et en sciences criminelles. Quiconque accède ou se maintient intentionnellement et sans droit dans l'ensemble ou partie d'un système informatique est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement. L'alinéa 2 poursuit en ces termes: quiconque accède ou se maintient intentionnellement et sans droit dans l'ensemble ou partie d'un système informatique avec une intention frauduleuse est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 500 000 francs CFA à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement. La deuxième infraction, c'est la loi 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin, escroquerie. Et c'est l'article 668 qui prévoit le régime de cette infraction et les sanctions y afférentes. Et l'article dispose: quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausse qualité, soit en employant des manœuvres frauduleuses, escroquer ou tenter d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de 1 an au moins et de 5 ans au plus, et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs CFA. Et pour ce qui concerne le blanchiment des capitaux, les personnes physiques coupables d'une infraction de blanchiment de capitaux sont punies d'un emprisonnement de 3 ans à 7 ans
et d'une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. Les prévenus étant poursuivis pour 3 différents chefs d'accusation, l'on est face au concept de concours d'infraction. Dans le cas d'espèce, plusieurs dispositions sont prévues par l'article 72 du Code pénal, ajoute le spécialiste en droit pénal et en sciences criminelles. Lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Il appartiendra à l'organe de poursuite, en l'occurrence le procureur de la République, à la lumière des éléments et des charges qu'il aura retenus à l'encontre de chacune de ces personnes impliquées dans l'infraction, de décider la conduite à tenir dans ces réquisitions. Toutefois, l'article 72 poursuit en disant « Lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. » Donc, c'est le procureur qui, en se référant et en se fondant sur les dispositions pertinentes du Code pénal, subséquemment à chacune des infractions, de leur nature et du quantum prévu dans chaque type d'infraction, accès et maintien illégal, escroquerie, blanchiment de capitaux, de déterminer dans son réquisitoire la sanction la plus élevée, et c'est ce que le Code pénal dit par le maximum légal, pour punir les auteurs de ces agissements qui sont prévus et sanctionnés par le Code pénal. Rappelons qu'en 2011, Désiré Vodonou avait été écroué dans une affaire d'escroquerie sans jamais avoir été condamné. Sorti de prison en 2014, il est rétabli dans ses droits civiques en janvier 2021. Dans ce nouveau dossier, la date d'audience de l'ex-député et de ses 2 présumés complices n'est pas encore fixée. Et ce lundi 14 novembre 2022, c'était le lancement à l'Université de Parakou de la 6e édition des Journées de la coopération et de l'insertion professionnelle. C'est une initiative qui, depuis 5 ans, vise à mettre l'université au cœur du développement et à donner l'espoir à une jeunesse bien formée. Plus de précisions dans cet élément qui nous informe davantage sur cette initiative. L'Université de Parakou convie les acteurs du monde universitaire, de la recherche et de l'innovation, tant du public que du privé, ceux des collectivités territoriales, les responsables d'entreprises et les étudiants à 4 jours d'échange et de partage, d'exposition, des innovations aussi. Cette 6e édition des Journées de coopération et de l'insertion professionnelle vise à ouvrir le débat, à créer le marché autour des problématiques de l'innovation, de l'employabilité de nos jeunes, autour des problématiques liées à la nécessité de nous serrer les coudes. Au-delà de la formation, notre objectif est de donner une chance réelle d'insertion valable à nos enfants. Et nous travaillons depuis 1 an et de façon méthodique à un autre modèle de formation de nos jeunes et qui passe par le recentrage des actions sur l'emploi réel et l'auto-emploi. En regardant le format du programme, vous voyez les différentes activités prévues pour augmenter la chance de persuasion de nos enfants. La chance, bien sûr, de se positionner en tant que compétence valable pour les entreprises, mais la chance aussi de se valoriser par l'effort créativité. L'édition 2022 des Journées de la coopération et de l'insertion professionnelle se déroule sous le thème « Coopération agissante et dynamique avec nos entreprises et collectivités locales pour l'insertion professionnelle des apprenants et alumni
de l'Université de Parakou. Ce thème rime parfaitement avec l'actualité au sein de nos collectivités locales au regard des réformes courageuses entreprises par son Excellence le Président Patrice Talon. La relation dynamique ici n'est rien d'autre que la mise à disposition de cadres bien formés, capables d'impulser le développement à la base. La représentante du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique félicitera l'équipe rectorale pour son ingéniosité dans l'organisation de ces journées qui ont fonction à faire évoluer la science mais aussi à impacter la vie de nos communautés. Inscrit dans le PAG2 au rang des priorités pour l'amélioration des performances économiques et sociales du Bénin, les questions liées au développement des ressources humaines se sont renforcées, mettant en relief le rôle de l'enseignement supérieur et le besoin de coopération intra-universitaire et extra-universitaire. Les journées de la coopération et de l'insertion professionnelle constituent pour nous un moment privilégié d'échange autour de la construction du progrès de notre nation par l'implication active de toutes les parties prenantes interpellées par cette cause. L'objectif de ces journées laisse très optimiste, dira-t-elle aussi, avant d'ajouter qu'il est utile de faire le bilan des éditions précédentes et d'explorer de nouvelles collaborations. L'Université de Parakou entend d'ailleurs concrétiser quelques partenariats avec les associations d'intercommunalité y présentes à l'issue de ces journées qui s'achèvent le 17 novembre prochain. Et puis retour au bercail des équipes du collège Saint-Rita de Cotonou et du collège d'enseignement général Kobli, sacrés champions dans les catégories hommes et dames lors du championnat scolaire UFOA Zone B. Ils ont eu droit à un accueil spécial digne de vainqueur de la part de l'association des supporters du Bénin et de plusieurs autorités béninoises en charge du sport. Reportage de Mouchara Soumanou et de Isaac Mongbo. Ça c'est pour le président Talon. Oui. Et ça c'est pour son épouse. Oui. C'est bien ça? Oui. Bon, bravo. C'est une joie que je ne peux pas exprimer d'ailleurs. Et après, c'est quelque chose d'extraordinaire d'imaginer que ces enfants, malgré tout ce temps, ont ramené cette joie où, depuis un certain moment, on avait des difficultés à en avoir, en ce qui concerne le football surtout. Aujourd'hui, les garçons l'ont fait et tout de suite, ça a été comme un rêve qui vient de se réaliser. L'émotion est trop grande parce que nous sommes partis de très loin pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est une façon de dire aussi qu'en dehors des études, le football aussi peut apporter beaucoup de choses. Et ce résultat que nous avions aujourd'hui, c'est un résultat que nous avons préparé depuis longtemps, qui est venu couronner par les classes sportives, qui ont apporté beaucoup au niveau de nos élèves filles. Et voilà, aujourd'hui, le résultat est là, il parle de lui-même. Beaucoup de satisfaction. On n'est jamais prophète chez soi. C'est à Abidjan qu'on a su qu'il y a déjà du travail qu'on effectue au Bénin. Les Ivoiriens, les Burkinabés se sont rapprochés de nous pour nous demander comment on a fait pour avoir ce niveau de football. Mais on leur a dit qu'avec les classes sportives qu'on a commencé très tôt au Bénin, 5 ans déjà de classes sportives, et que ce sont les fruits. Il était de mon devoir de venir accueillir nos jeunes héros, nos jeunes filles et nos jeunes garçons de CEG Kobli et du CEG Saint-Rita qui, comme vous l'avez tous vu, ont honoré notre pays, ont fait rayonner notre pays. Nous avons réussi à gagner, aussi bien chez les filles que chez les garçons, ce premier championnat ouest-africain qui est qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations scolaires. Et donc le Bénin aujourd'hui, chez les moins de 15 ans, est qualifié aussi bien chez les filles que chez les garçons pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations scolaires.
Vous avez pu voir avec moi que, en tant que champion, ils ont ramené au pays 2 chèques, 2 gros chèques de $100 000 chacun. Je veux le dire, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que des équipes nationales vont à l'extérieur en compétition, ramènent des trophées et ramènent des ressources. Je remercie la Fédération béninoise de football qui comprend le projet, qui marche ensemble avec nous en synergie. Et je veux vraiment dire à tous les Béninois que cette victoire est leur victoire. Au 30 novembre 2022, le décodeur Canal+ s'offre au peuple béninois. 5 000 francs, c'est ce qu'il faut désormais débourser pour faire entrer le meilleur de la télévision chez soi. À cela s'ajoutent plusieurs autres surprises présentées au détour d'une conférence de presse par la directrice générale de Canal+ Bénin ce mardi 15 novembre 2022 à Cotonou. Témoins de ces annonces, Émeric Okupeli et Esther Vichoedo. 30 ans qu'on est ensemble. Canal+ Bénin a 30 ans et pour ces fêtes de fin d'année qui coïncident avec la messe du football au plan mondial, les responsables de la structure ont compris que les bons moments ne sont meilleurs que lorsqu'ils sont partagés. D'où de grandes surprises aux abonnés pour célébrer ces 3 grands événements. Donc la première belle surprise, c'est forcément une programmation exceptionnelle sur les deux prochains mois. Nous sommes là pour une nouvelle aventure. Remplie d'émotions et de rebondissements. Allez, viens avec moi la soirée. C'est quoi, une fête d'anniversaire? C'est un truc de fou, quoi. Rentrons. Et on n'a pas fini de vous surprendre. Vous allez pouvoir retrouver une de nos dernières créations originales, Le futur est à nous, quotidiennement, sur les chaînes Canal+, le Bachelor qui défraie la chronique. La seconde surprise. Sensationnel! La fête continue avec Canal+. Réabonnez-vous et nous vous offrons 15 jours à tout Canal+, pour profiter de tous les meilleurs programmes. L'occasion se présente enfin à moi. Parfait pour découvrir de nouvelles séries. On va passer un très bon moment, d'accord? Que la fête commence. Donc, pour tout réabonnement, vous pouvez bénéficier de 15 jours à la formule Tout Canal. Si vous êtes un abonné Évasion, notamment à la formule de 10 000, et vous vous réabonnez entre le 10 et le 30 novembre inclus, vous avez la possibilité de bénéficier de 15 jours à la formule Tout Canal. Et la troisième surprise, consacrée à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Canal+ offre le décodeur au prix promotionnel de 5 000 francs et ce, à partir de la formule A16. Et donc cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles et maximum jusqu'au 30 novembre. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à Canal+, on vous invite à rentrer dans notre grande famille et profiter du meilleur du divertissement sur nos antennes en rejoignant la grande famille Canal+. Les amoureux du Curon ne sont pas laissés pour compte en cette veille du démarrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous pourrez retrouver les 28 plus belles affiches de la Coupe du Monde sur l'ORTB, et ce, en langue française et en HD. Vous pourrez retrouver les 64 matchs de la Coupe du Monde via le bouquet English Pack DSTV, incorporé dans les bouquets Canal+. Vous retrouverez tous ces matchs-là sur les 3 chaînes dédiées à la Coupe du Monde, qui sont la chaîne FIFA World Cup Central, sur le canal 435, la chaîne FIFA World Cup Select 2 et la chaîne FIFA World Cup Fan Zone. Canal+ Bénin a à cœur le bien-être de ses abonnés et souhaite permettre à tous de profiter du meilleur de la télévision et d'une programmation incroyable. Rendez-vous donc dans tous les points de vente et de réabonnement Canal+ pour tirer parti de ces offres exceptionnelles. Et on n'a pas fini de vous surprendre. Et voilà, c'est la fin de cette édition de la matinée. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook Etélé en direct, notre compte Twitter Etélé Live, notre chaîne YouTube Etélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android Etélé Bénin, avec vous, pour vous.
Merci à vous, Wichiji, pour les informations de ce matin. Tout de suite, après vous, ce sera le sport. Sur InfoSport, nous sommes avec Moucharaf Soumanou. Bonjour. Bonjour Brunel Mérinadi aussi. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Alors, ça va très bien, merci. Nous démarrons donc cette page sport avec le lancement national du du championnat national Lipro qui était bien effectif à Pobé. Tout à fait, Brunel Mérinadi aussi, amis téléspectateurs. Le championnat national, après 5 mois d'attente, les footballeurs retrouvent les aires de jeu et l'Ayema Football Club et Dragon étaient aux prises de l'autre côté de Pobé pour le lancement officiel en présence des autorités en charge du football béninois. Voici le compte-rendu de cette rencontre inaugurale remportée par la formation d'Ayema 3-0. Et c'est donc l'équipe, bien sûr, d'Ayema en maillot fluor qui va donner le coup d'envoi tout de suite. Et ce coup d'envoi donc, de ce championnat est bien sûr donné avec cette première frappe d'Ademola Emmanuel qui ne va trouver personne si ce n'est la touche. Il annonce ainsi la couleur, c'est déjà montrer les ambitions tout de suite affichées de Ayema en ce début de partie. Et la touche pour les Dragons de l'Ouémé avec Afissou. La très bonne récupération de balle. Peut-être sur cette action, ça va arriver à l'ouverture du score. Et ça fait 1-0. Et Madame Ega, on parlait de la récupération de balle. On a vu une équipe d'Ayema sur cette action qui va punir son adversaire. Une bête de balle à milieu de terrain qui fait mouche. La punition a été immédiate sur cette équipe d'Ayema. On revoit bien sûr le ralenti. On a pensé un instant qu'il allait frapper, mais il a la lucidité de remettre Idrissou Bakary. Il a la lucidité de remettre le ballon en retrait et derrière Idrissou Bakary, bien sûr, vient tuer, bien évidemment, cette équipe des Dragons de Lomé. 1-0 pour Ayema et c'est le but de Idrissou Bakary, lui qui a déjà marqué 8 buts la saison dernière avec Ayema. C'est déjà son premier but de la saison. Il démarre bien la saison, c'est ce joueur Idrissou Bakary. On va tenter de trouver une nouvelle fois Afissou, mais le ballon va filer en touche. Alors, vous étiez en train de le dire, Blaise Adampo, il faut que les Dragons reviennent au premier plan parce que c'est quand même un club assez mythique de notre championnat. C'est un grand club de notre championnat. Ils ont 12 titres de champion à leur actif. Ils ont vu défiler de très grands joueurs, des légendes même du foot africain, à l'image de Abedi Ayou Pelé. Attention à cette action. Oui, la balle au point de pénalty. Le 2-0. Et c'est dedans. Un deuxième but de Malabeka. Une nouvelle fois, les Dragons de Lomé se font punir sur ce qu'on pensait être encore une action pour les Dragons de pouvoir aller devant. Bien Adampo, tout s'est joué sur cette remise en retrait. Herman Gomez qui vient conclure littéralement cette action, mais on va le voir sur le ralenti. Lorsque le ballon est mis dans cette zone entre le point de pénalty et le gardien de but, c'est difficile à intervenir pour les gardiens. Ils se demandent est-ce qu'il faut que j'y aille ou non. Et dans cette indécision, regardez là où le ballon est mis entre Brice Gozo et le gardien. Il le joue intelligemment. Ademola qui fait cette petite remise assez subtile, mais qui fait toute la différence, Blaise Adampo, sur cette action. Parce que oui, il aurait pu la jouer en première intention cette balle, mais il a la lucidité derrière d'appuyer sur la touche pause de la télécommande et de remettre le ballon en arrière pour permettre cette fois-ci et de faire prier bien évidemment son partenaire Herman Gomez. 2-0, c'est tout assez mérité pour Ayema. Ah oui, Ayema qui n'a pas volé ses 2 buts. Le ballon envoyé par la défense d'Ayema. La tête en milieu de terrain. Récupération de balle une nouvelle fois d'Ademola qui joue très bien. Cette fois-ci avec Idriss Bakary qui arrive à passer. Peut-être le 3e but pour faire le break. Et c'est entré. Ça fait 3-0. Ah oui, les Dragons, Voilà, c'était bien le lancement du championnat national Lipro effectué donc à Poubet. C'était bien le match inaugural qui s'est disputé le samedi 12 novembre 2022.
Très bien. Et nous poursuivons donc cette page sport avec la découverte de quelques groupes du Mondial Qatar 2022. Il faut dire que 8 groupes sont constitués et bien entendu qui composent 4 sélections nationales chacun. Exactement, Brunel Merinade aussi, amis téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous allons aller à la découverte des 2 premiers groupes que sont le groupe A et le groupe B. C'est dans cet élément. Qatar, pays organisateur de cette 32e édition de la Coupe du monde de football, hérite pour sa première de l'Équateur dans le groupe A, des Pays-Bas vice-champions de la compétition en 2010 et enfin du champion d'Afrique en titre le Sénégal. L'unique représentant africain de ce premier groupe est l'une des sélections africaines favorites pour passer le premier tour avec ses stars Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Bamba Dieng et autres. Toutefois, les Lions de la Teranga, malgré l'effectif XXL, partent avec un gros pincement au cœur puisqu'ils vont devoir livrer leurs 2 premiers matchs sans leur attaquant vedette, le Bavarois Sadio Mané, blessé le 8 novembre dernier en match de championnat face au Werder Brême. Annoncé forfait par certains médias, le meilleur joueur africain de la saison écoulée et actuel 2e au Ballon d'Or France Football 2022 sera bien de la partie, a confirmé Abdoulaye Sow, le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, après la convocation du natif de Bambali par Aliou Cissé. Dans ce groupe A, composé donc du pays organisateur, le Qatar, les chances des 4 équipes sont relativement les mêmes et le ballon rond pour tout le monde. Dans le groupe B, demi-finaliste du dernier mondial, les Anglais se retrouvent dans un groupe composé du voisin pays de Galles, d'un certain Gareth Bale et des États-Unis d'Amérique ainsi que de l'Iran qu'on pourrait qualifier de petits poussés. Les Free Lions partent largement favoris pour se hisser en tête du classement au terme des 3 matchs de poule, laissant ainsi les 3 autres sélections nationales que sont les États-Unis d'Amérique, le pays de Galles et l'Iran à la trousse du second billet des 8e de finale. Ces 8 sélections nationales sont les premières qui vont entrer en lice pour le compte des débuts de cette grande messe footballistique planétaire les 20 et 21 novembre 2022. Voilà Brunel Mérine a dit aussi, en attendant le lancement de cette grande messe footballistique du football planétaire qui va démarrer le 20. Nous aurons à présenter ici sur ce plateau de ETélé chaque jour dans votre nouvelle émission Réveil Matin, amis téléspectateurs, les groupes et aussi nous ferons un zoom sur les 5 représentants africains qui vont essayer de défendre et aller jusqu'en demi-finale, une étape que nous n'avons pas pu atteindre depuis le démarrage de cette compétition. Brunel Mérine a dit aussi. Merci beaucoup, mon cher Raph Soumanou, pour ces différentes informations sur le sport. Nous allons poursuivre avec Actu sur la toile et on retrouve Wichéji Bagidi. Voilà, avec vous, Wichéji Bagiti, l'actu sur la toile, on retient quelles infos? Il y a une info particulière qui a fait le buzz ce mois-ci. Il s'agit des revenants qui ont été surpris en plein débat sexuel dans un cimetière à Cotonou, disons à Godomé. En fait, la scène un peu ordinaire s'est produite dans l'enceinte du cimetière PK14, précisément sur une tombe. Selon les témoignages, l'insolite s'est produit entre 13h et 14h le dimanche 6 novembre 2022. Il s'agit d'un jeune shoemaker qui répare les chaussures dans le quartier et d'une fille prise pour sa compagne. Les deux assurent avec d'autres ouvriers la propreté des tombes du cimetière PK14 et ils sont bien connus du personnel. Ce dimanche, chacun d'eux avait du matériel en main pour le travail et les 2 tourtereaux, une fois à l'intérieur du cimetière, se sont éloignés de la vue des autres employés. Une fois, ils ont alors transformé plutôt, pour la circonstance, une tombe en lit de fortune ou en chambre de passage. Il y a un étudiant qui disait « Je revenais de la SBE où j'étais allé régler une facture quand j'ai aperçu quelqu'un regarder à l'intérieur du cimetière par-dessus la clôture. Il m'invita à voir des revenants en train de faire, en griffe, l'amour à l'intérieur. La fille habillée en tenue noire avait des jambes en l'air et le jeune homme était monté sur elle. Les deux étaient en plein débat sexuel. Quand ils ont constaté qu'on les a surpris et les regardait, l'homme s'est rhabillé et a pris la fuite. La fille, elle a commencé à errer sur les tombes.
Elle allait d'une tombe à une autre comme si elle était saoulée ou cherchait quelque chose. Quand nous l'avons approchée, elle nous a demandé qui nous a dit que quelqu'un était en train d'avoir des rapports sexuels avec elle. Puis, elle aussi, elle est partie. Très bien. Donc voilà, Brunel, cette scène insolite. Ce jour-là, elle a rassemblé du monde au cimetière PK14 de Godomé, qui est dans la commune d'Abomey-Calavi, jusqu'aux environs de 22h, à raconter le gardien des lieux. Très bien. Alors, si je comprends bien, bon, ce sont des personnes. Pourquoi des revenants? Non, c'était les revenants pour au moins attiser ou attirer l'attention des internautes, mais c'est des personnes. Je vois. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur le sujet? Non, d'autres ont réagi dans certains forums tout en riant. Oui. Bon, ce fait un peu inhabituel, mais disons qu'ils étaient sous l'effet du chanvre indien qu'ils auraient consommé à la base au départ. Donc, ils sont des potentiels consommateurs de cette drogue-là. Très bien. Alors, autre chose? C'est tout? C'est tout pour Actu sur la toile de cette matinée. Super. Merci beaucoup. Moucharaf Soumanou. C'est peut-être apprécier le côté très ingénieux et de la titraille de cet élément, de cet article, parce que à première écoute, lorsqu'on entend des revenants, on se dit, les revenants qui sont surpris en plein débat sexuel. On a envie d'aller lire. On a envie d'aller lire, effectivement. Exactement. Voilà. Merci beaucoup à vous, Moucharaf. On vous retrouve dès demain. Le temps pour Wicheji et moi, donc, de retrouver, bien entendu, nos invités sur questions électorales. Mais la petite transition pour nous permettre d'installer nos invités, ce sera la question du jour avec Jacqueline Alavo. Une question, un nouveau savoir, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Question du jour. C'est quoi la pauvreté? Que peut-on comprendre concrètement par la pauvreté? Et vous, chers téléspectateurs, êtes-vous pauvre? Vous vous considérez comme un être pauvre ou riche? C'est notre question d'aujourd'hui. Et c'est parti pour les différentes réponses. Allez, suivez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Louis Tossou. Je suis un conducteur, un chauffeur quand même. D'accord, c'est bien. Alors monsieur Tossou, c'est quoi la pauvreté pour vous? La pauvreté, c'est l'absence des besoins, de certains besoins fondamentaux. Par exemple, quand un être humain se lève un beau matin, n'arrive pas à trouver à manger, il est pauvre. Quand il n'arrive pas à faire les premiers soins, c'est-à-dire au niveau, sur le plan sanitaire, c'est ça la pauvreté selon moi. Selon vous, c'est quoi la pauvreté et qui peut-on considérer comme un être pauvre? La pauvreté, selon moi, on me dit tu es pauvre, quand tu n'arrives pas à assumer. Alors, monsieur Tossou, dites-nous, êtes-vous pauvre? Non, à l'état où je ne suis pas pauvre. Waouh, la pauvreté, non. La pauvreté, c'est d'être obligé de faire ce qu'on ne veut pas faire. La pauvreté, c'est être obligé de faire ce qu'on ne veut pas faire. Et c'est quoi être pauvre? Être pauvre, c'est de subir. C'est de subir en fait, c'est tout. La pauvreté, c'est la pire des choses. C'est vraiment une chose horrible que je ne souhaite pas aux autres, même pas à mon ennemi. Donc c'est un peu ça. Oui, aussi je refuse l'idée de ce que les ressources financières ne permettent pas à un être d'être heureux. C'est quoi? Tout homme a au moins le minimum pour répondre à ses besoins. Mais ce minimum, si on ne trouve pas ce minimum, on est pauvre. Donc
ce n'est pas une grande ressource pour amener son enfant à l'école. On n'a pas besoin d'une grande ressource pour faire les tout premiers soins à l'hôpital. Donc, si le minimum manque, ça veut dire qu'on est pauvre. Un pauvre, c'est la personne qui n'arrive pas même pas à s'instruire, à s'investir, à se loger, à se nourrir. Il n'arrive pas même pas en quelque sorte, il y a les 5 besoins fondamentaux, il n'arrive pas à assumer les 5 besoins fondamentaux de l'homme. Là, on peut dire lui, il est pauvre. Je donnerai un exemple en disant ceci. En fait, un jeune ou bien quelqu'un qui a envie en fait, de manger, par exemple, le riz, hein, mais il n'a pas les moyens pour manger le riz et que c'est de l'haricot qu'il trouve à manger. En fait, il est en train de subir. Et il n'arrive pas à faire ce qu'il a envie de faire. Il est pauvre. La pauvreté se résume à ça, à l'absence des ressources financières. Bon, pas tellement des ressources financières, mais les besoins fondamentaux. Si l'homme n'arrive pas à répondre à ses besoins fondamentaux, il est pauvre. Bon, la pauvreté, je peux dire en moi, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, là, si tu veux être pauvre, tu vas être pauvre. Si tu veux être riche, tu vas être riche. Donc, c'est pour ça que je dis que la pauvreté, c'est un état mental, un état d'esprit. La pauvreté, c'est le contraire du bonheur. Oui, le contraire. Le contraire du bonheur. Dans la pauvreté, on peut espérer des personnes, c'est-à-dire, on peut attendre des gens avant de se vertir, par exemple. Avant de manger, on attend certaines personnes. C'est ça. La pauvreté, pour moi, ce n'est pas le manque de moyens financiers. La pauvreté, pour moi, c'est le manque de rêve, le manque d'ambition. Et surtout le complexe d'infériorité envers les gens, envers ses proches, qu'on pense mieux que soi. Êtes-vous pauvre? Je ne suis pas pauvre. Vous êtes riche alors? Je ne suis pas riche non plus. Alors vous êtes quoi entre les deux? Parce que je suis modeste, voilà. Je suis intermédiaire quoi. Vous n'êtes pas pauvre, vous n'êtes pas riche, mais vous êtes modeste. Oui. Ah ouais, je dirais quand même que j'arrive quand même à subvenir à mes besoins, mais pas tout. Vous avez dit qu'aujourd'hui, si tu veux être pauvre, tu seras pauvre. Si tu veux être riche, tu seras riche. Comment faire pour être riche? Parce que je parie que personne ne voudrait être pauvre. Hein? Dans mon introduction, moi je ai dit que la pauvreté c'est un état d'esprit. La richesse aussi c'est un état d'esprit. Par exemple, aujourd'hui là, si tu envisages d'être riche, tu peux chercher quelque chose à faire et tu mets le sérieux là-dessus. Tu verras que ça va exploser. Mais si tu veux être pauvre, si tu fermes tes bras, tu fais rien dans ton esprit d'abord, c'est pauvre, ton mentalité est pauvre, je te dis que tu seras pauvre. Bon, actuellement, je ne peux pas dire que je suis riche. Non, je ne suis pas pauvre, je le refuse au nom de Jésus. Je ne suis pas pauvre. Amen. Oh, je suis immensement riche. Je ne suis pas pauvre, non. Vous êtes riche? Je l'avais dit que je suis, bon oui, disons à 50% aussi. Vous êtes riche à 50%, mais vous n'êtes pas pauvre. Non, pas pauvre. Et les autres 50% là sont pour être totalement riches. Oui, c'est un coup de téléchargement. Ça reste un peu. Êtes-vous pauvre? Moi, bon, je ne peux pas le dire puisque je suis encore avec mes parents. Bon, je ne vais pas dire que je suis pauvre. Je ne vais pas non plus dire que je suis riche. Donc, c'est dans l'intermédiaire. La richesse ne se résume pas aux moyens financiers. La richesse se résume par d'abord la force mentale et la connaissance de soi. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la question d'aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, nous avons eu droit à plusieurs réponses. Les intervenants ont dit ce qu'ils pensent de la pauvreté. Et vous qui nous suivez à la maison, c'est quoi la pauvreté selon vous? Eh bien, c'est tout. On se dit à la prochaine pour une nouvelle question. Portez-vous bien. Bye.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau pour démarrer questions électorales avec nos invités. Sur le plateau, je suis avec Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Lionel, bonjour à tous nos téléspectateurs. Comment allez-vous, M. Maforican? Bon, ça va. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant politique. Le consultant politique sur le plateau. Vous doutez encore? Non, non. Bon, D'habitude, on dit le titre avant de dire le nom. Donc, je me suis rappelé que j'ai déjà dit le nom avant de dire le nom. Les téléspectateurs ont compris. Très bien, merci d'être avec nous. Vous êtes accompagné ce matin de Rufin Godjo. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci également pour votre présence. Vous êtes expert électoral, vous êtes consultant formateur et directeur de CAICEDRA Institute. Bien entendu, directeur exécutif de CAICEDRA Institute. Merci pour votre présence. Oui, Chéri Bagidi, nous sommes donc avec vous pour cette discussion. Bien sûr. Bon, nous allons démarrer cette discussion avec Monsieur Agapit Napoléon Maforican. Dites-nous, c'est quoi l'élection? Écoutez, poser ainsi, ça peut nous faire 1 heure, 1 ou 2 heures pour expliquer qu'est-ce qu'une élection. Disons que le principe de l'élection intervient dès lors qu'il se pose un choix à faire pour désigner des personnes devant conduire des organisations, des hommes, des structures d'une manière ou d'une autre. Donc il y a plusieurs... On parle de l'élection dès lors que la nécessité intervient, donc la nécessité apparaît de désigner un peu comme des représentants, mais qui parlent en votre nom, quelle que soit la structure, dans cette entreprise, par exemple, quand vous devez désigner des personnes qui doivent siéger au conseil d'administration, par exemple, vous vous retrouvez en assemblée du personnel, vous désignez, et le processus de désignation s'appelle élection. Donc il y a tout un processus durant lequel les personnes désignées sont habilitées dans une durée donnée à parler au nom du groupe qui est à charge de leur rendre compte régulièrement de comment les choses se passent. Donc, voilà. Très bien. Alors, Rufin Godjo, un processus électoral, bien entendu. Quelles sont peut-être les grandes étapes qu'il faut noter? Et c'est vrai qu'actuellement, le Bénin est en train d'apprêter quand même les élections législatives et peut-être rester un peu aussi dans ce cadre-là. Ok, merci beaucoup. À la suite de Agapit, il est à préciser qu'il y a les élections politiques et les élections corporatistes. Lorsque les syndicalistes élisent, on élit le recteur, on élit à la fédération de football, ce sont les élections corporatistes. Mais il y a les élections politiques, qui sont 4. Le référendum, la présidentielle, les législatives, ce qui est en cours actuellement au Bénin, et les élections locales et les élections communales. Alors, donc, comme Agapit l'a dit, n'est-ce pas, c'est le processus qui permet d'opérer un choix. Et moi, je parlerai d'élections à caractère politique, en l'occurrence les législatives. C'est le processus, c'est l'ensemble des opérations combinées qui permet aux citoyens d'opérer un choix libre. Un choix libre. Le processus varie en fonction des contextes et en fonction des pays. Un pays comme le Bénin, que je dirais un pays, disons, normal. Le Bénin n'a pas connu de guerre civile, le Bénin n'a pas connu de désordre. Donc nous avons un parlement qui fonctionne, nous avons un code électoral. Et donc, il est question que la commission électorale mette en œuvre le code pour travailler. Donc, dans le cas du Bénin, c'est tout simple. C'est d'abord, comme on a commencé, savoir quels sont les partis politiques qui veulent bien aller aux élections. Et au regard de la loi, la commission électorale définit les critères pour aller aux élections. Comment ça fonctionne? Lorsque le législateur dit pour être candidat, il faut être béninois, il faut avoir 25 ans, il faut n'avoir pas été condamné et tout, oui. La commission voit, quand on dit les béninois, qu'est-ce qu'il faut? Il faut cette nationalité. Il faut avoir 25 ans, il faut avoir une date de naissance. Il faut n'avoir pas été condamné, il faut le casier judiciaire. Donc c'est comme ça que la commission dresse la liste des pièces à fournir, il faut payer le quitus fiscal, etc., etc. Alors, si on parle de façon générale, oui. C'est toute une combinaison, comme je dis, d'opérations, aussi bien
la commande de matériels électoraux, la réception des matériels électoraux, le colisage des matériels électoraux, parallèlement le recrutement des agents électoraux, la formation des agents électoraux, pour arriver à quoi? Pour s'arranger pour que le jour J, le jour du scrutin, au Bénin par exemple le 8 janvier 2023, que dans le bureau de vote, dans le poste de vote, les 3 agents électoraux prévus par la loi, le président, les 2 assesseurs, et l'ensemble du matériel électoral soit mis en place pour permettre aux citoyens d'aller voter librement. Très bien. Merci. Je vais peut-être dire, dans le cas de la question que vous lui avez posée, notamment au niveau du code électoral. Le code électoral a défini en son article 3 l'élection comme le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques. Donc tout à l'heure, il a dit qu'il fait le choix de l'élection politique, parce que nous avons dit qu'il y a plusieurs types d'élections, donc l'élection politique. Et dans ce cadre, on peut synthétiser, il a détaillé, mais on peut synthétiser par ceci que dans le processus, il faut d'abord qu'il y ait une législation. Il faut que l'élection doit être nécessairement organisée par un ensemble de textes qu'on appelle code électoral, loi électorale, donc, qui produisent des lois intermédiaires ou des actes réglementaires, le décret d'application, un arrêté, une décision. Donc, c'est important d'abord, il y a ça. Et le code électoral ou la loi électorale crée les conditions et définit les différentes étapes, les acteurs et les actes à poser durant tout ce processus. Ensuite, dedans, il y a l'organe de gestion des élections. C'est important. Il faut un organe de gestion. Normalement, c'est un travail purement étatique. Dans les grandes démocraties, c'est le ministère en charge des questions électorales, notamment à l'intérieur ou autres, qui s'occupe de ces questions-là. Mais on a développé d'autres types d'organes de gestion des élections. Et chez nous, c'est la Commission électorale nationale autonome qui a pris plusieurs formes de 1995 à aujourd'hui. Ensuite, il y a la matière première, notamment, qui est l'électeur. Ensuite, il y a les candidats. Ensuite, il y a naturellement le budget, ce qu'on appelle la logistique électorale, il en a parlé tout à l'heure en détaillant. Il y a le scrutin lui-même, donc il y a la campagne électorale, il y a le scrutin lui-même, il y a la gestion du scrutin, donc le jour du vote, il y a la gestion des résultats. Il y a ce qu'on appelle, il y a le contentieux électoral tous les actes de contentieux, on pense que c'est à la fin de l'élection, non, parfois, à chaque étape, il peut s'ouvrir un contentieux des listes électorales. Actuellement, nous sommes à la fin de la candidature, par exemple, au niveau de la Sénat, les 3 jours sont terminés. D'ailleurs, on a lu dans la presse qu'un parti a décidé de saisir la Cour constitutionnelle. Donc, nous sommes déjà là, dans le contentieux des candidatures. Le contentieux des candidatures, contentieux de la campagne électorale. Bref, à chaque étape, le juge du contentieux peut être saisi pour donner raison. Donc, on appelle ça des voies de recours pour pouvoir en sortir. Donc, la loi définit une série d'actes pour permettre à chaque acteur, que vous soyez candidat, que vous soyez électeur, que vous soyez acteur de la société, tout simplement, de suivre ce processus et de le rendre, autant que faire se peut, pluriel, crédible et surtout sincère à la fin. Voilà. Très bien. Alors, nous sommes donc en train d'organiser les législatives, mais je voudrais que vous nous aidiez à faire peut-être un petit retour en arrière pour que nous puissions voir, est-ce que ce mode d'élection, disons, a toujours été le cas au Bénin? Je pense que non. Mais comment en est-on arrivé là aujourd'hui, Rufin Godio? Vous voulez parler des législatives ou bien vous voulez parler du principe même du vote? Du principe, disons, des législatives déjà. On ne va pas remonter dans l'histoire. Si on va dans l'histoire, il n'était pas permis à tous les habitants d'une cité de voter. Historiquement, ce sont les riches, ceux qui payaient les impôts, qui avaient le droit de voter uniquement au cœur de la cité. On appelle ça le vote censitaire. Après, les intellectuels ont dit non, quand même, nous avons été à l'école, nous avons lu et écrit, en plus des riches qui se pavanent, ce serait bien quand même que nous qui avons le savoir, on puisse voter. Et après, ça a été ouvert à tous les citoyens, sauf les femmes. Et après, les femmes ont commencé par voter un processus, ça c'est l'histoire. Mais chaque pays fait ses options. Moi, je voudrais qu'on fasse une pause à partir de 90. En 90, nous avons fait l'option de la démocratie. Et une démocratie, forcément, implique l'organisation des élections. Et vous allez voir que depuis
la conférence nationale de 90, le Bénin a organisé régulièrement des élections. D'abord avec le ministère de l'Intérieur, ensuite avec la commission électorale nationale ad hoc, puis enfin actuellement avec la commission électorale nationale permanente. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Très bien. Oui, nous allons toujours rester avec vous, Monsieur Aubin Godjo. Dites-nous, pourquoi il faut forcément élire? Non, on ne peut pas dire qu'il faut forcément élire. Vous avez vu récemment en Angleterre, parallèlement au système démocratique qui fonctionne avec le Parlement, le Premier ministre, vous avez vu après le départ de la reine d'Angleterre, il n'y a pas eu élection, c'est son fils, le prince Charles, qui a pris le pouvoir, qui est devenu le roi d'Angleterre. Et dans nos anciens royaumes, il n'y avait pas d'élection. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut les élections. Mais quand on a choisi, il y a un consensus national pour choisir la voie des élections, il faut y aller. C'est le choix qui a été fait au Bénin. Oui. Il faut aller. C'est la voie la plus juste, selon moi. Ce qui fait que ça permet aux riches, aux pauvres, à une personne du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, un fonctionnaire, un homme d'affaires et autres, de présenter ses projets et de dire ce que cette personne peut faire pour faire évoluer le pays. Il me semble que c'est le mot le plus juste et le moins frustrant. Et donc, en fait, la démocratie dit quoi? Que vous, madame, si vous pensez que vous pouvez être parlementaire, je vous le souhaite, peut-être un jour si vous avez une passion politique, voilà, vous pouvez être candidat. Mais avant, dans l'ancien temps, on aurait pu dire, bon, c'est une femme, elle ne peut pas le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est ouvert, mais encadré par la loi. Au Bénin, il faut être béninois. Il faut avoir 18 ans révolus au jour du scrutin. Il faut n'avoir pas été condamné pour une peine afflictive ou infamante. Il faut n'avoir pas conduit à la casse au ravin une structure et jugé comme tel, comme quelqu'un qui a mal géré une structure, etc. etc. Il faut n'avoir pas été jugé par contumace, vous avez commis une infraction, un crime, ou je ne sais pas quoi, et vous n'êtes pas présent, on vous a jugé, vous ne pouvez pas voter non plus. Voilà un peu, on encadre un peu ces questions-là pour que, quoi qu'on dise non plus, quand vous prenez la population de 12 millions de Béninois, par exemple, vous allez voir que c'est 6 600 000, je crois, qui ont le droit de voter. Encore que l'appurement n'étant pas systématique, il se peut que dans le fichier électoral, il y ait quelques petits problèmes, mais qui, je pense, vont être réglés avec le temps. Pourquoi faut-il nécessairement voter? Je voudrais peut-être répondre aussi sur cette question, en complétant un peu ce que Rufi a dit. Disons que oui, le vote n'a pas toujours existé. Le vote n'a pas toujours existé. Il faut voter. On l'a déjà dit, le code électoral dit, on vote pour permettre au peuple de choisir ses représentants, parler à son nom, gouverner. Ça, c'est l'option du Bénin. Il a parlé de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, tout récemment, la Grande-Bretagne avec la reine, l'Angleterre avec le Premier ministre, elle appelle de la reine. Mais le Premier ministre de la Grande-Bretagne découle de l'élection au Parlement des représentants élus. Mais lui-même ne vient pas du scrutin. Lui, c'est à l'interne, c'est un jeu interne. Donc, c'est déjà un système interne à eux. Quand vous regardez un pays comme le Maroc, c'est un royaume, c'est une monarchie, comme la Grande-Bretagne d'ailleurs, comme les Pays-Bas, comme la Belgique. Ils n'ont pas le roi n'est pas élu, comme l'Espagne. Le roi n'est pas élu, il découle d'un système adopté par eux et qui fait que, donc, à sa démission ou à son décès, il y a un processus d'ascension au pouvoir qui est connu, qui ne passe pas par l'élection. Par contre, le Premier ministre, la gestion courante des affaires découle des élections au Parlement et le roi désigne, selon la majorité, un Premier ministre. C'est la même chose en Italie, c'est la même chose en Allemagne avec le président allemand et le chancelier. Donc, c'est dire qu'il y a plusieurs manières d'évolution du pouvoir. En Afrique, on a des monarchies. En Afrique du Sud, dans certains États de l'Afrique du Sud, et de la partie sud de l'Afrique. Je ne dis pas de l'État sud-africain. Au Bénin, on a fait le choix des élections. Il en a cité les 4 principales. Donc, on a fait ce choix-là. Il y a le référendum, il y a l'élection présidentielle, il y a les législatives, il y a les élections communales et locales. Donc, voilà un peu. Toujours élire, pas nécessairement, mais le mieux, comme il a dit, c'est de le faire pour permettre peut-être que ceux qui dirigent proviennent
d'une volonté de ceux qui sont dirigés. Okay. Très bien. Merci pour ces détails-là, ces éclairages. Alors, vous savez, la Sénat, bien sûr, a reçu depuis hier les compléments des dossiers des candidatures pour les législatives prochaines, donc des partis politiques qui voudront participer ou déposer leur dossier, ont complété leur dossier hier. Alors, c'est vrai que beaucoup de téléspectateurs aujourd'hui se posent la question de savoir, après cela, qu'est-ce qui vient? La suite du processus, qu'en est-il? Rufin Godio. Bon, je ne parle pas ici au nom de la Commission électorale nationale autonome, mais pour avoir travaillé là-bas, je sais comment ça se passe. La participation à un scrutin répond à des critères définis dans le code électoral. Et les critères, on a brossé un peu, c'est un ensemble de pièces qu'il faut fournir. C'est une liste exhaustive. Si c'est 9 pièces, si vous fournissez 8 sur 9, votre dossier ne peut pas être validé. Donc, dans un premier temps, lorsque vous arrivez à la commission électorale, c'est de savoir que vous avez prévu les titulaires et les suppléants dans les 24 circonscriptions pour les 85 postes ordinaires et les 24 postes dédiés aux femmes. Temps 1. Temps 2, il faudrait maintenant qu'on vérifie que pour chaque candidat, donc les 218 candidats titulaires suppléants 109 fois 2, qu'on vérifie que chacun des candidats a fourni les 9 pièces, a de naissance, certificat de nationalité, carte d'électeur, quitus fiscal, cautionnement, enfin, ce qu'on paye au trésor et tout. Temps 2. Lorsque, après l'étude, on voit que voilà, c'est validé, que maintenant sur X nombre de partis politiques on a retenu tel nombre. Mais dans l'étude, je voudrais préciser, après ça, maintenant, la Sénat s'enferme pour, disons, scruter. Dans le premier temps, on voit si vous avez un casier judiciaire. Mais dans le temps 2, on voit si le casier judiciaire est de moins de 3 mois. Dans le premier temps, on voit si vous avez un an de naissance. Dans le second temps, on voit si vous avez vraiment 25 ans. On va plus en profondeur pour s'assurer. Mais pourquoi on vérifie? Ce n'est pas en l'air, ce n'est pas anodin. Vous voyez, par exemple, pour mettre en place, pour élire le bureau de l'Assemblée nationale, on prend le doyen d'âge le plus jeune. OK? Oui. Et donc, c'est à l'issue du scrutin, on va à la Sénat pour savoir, mais quel âge on prend sur la naissance qui a été le plus jeune. Donc, c'est pas erreur, par exemple, c'est pas, ou bien même on dit la loi dit 25 ans, quelqu'un a 22 ans et pas inadvertance, il est élu, ça pose un gros problème. La loi dit 25 ans, il a 22 ans et pas une erreur de la commission électorale, il est élu. Donc, on vérifie avec minutie pour s'assurer que l'ensemble des critères définis par la loi. Je survole ça pour aller au point où les listes sont validées. Et qu'aujourd'hui, par exemple, je spécule, là, c'est une spéculation, hein, nous avons, disons, 5 partis politiques qui vont aux élections. À partir de là, la commission électorale les invite pour ce qu'on appelle le positionnement sur le bulletin unique. Oui. Par une procédure assez transparente, devant tout le monde, devant tous les représentants des partis politiques. On s'organise pour que chaque parti politique choisisse sa position sur le bulletin unique. Et lorsque les positions, on dit tel parti à la première place, deuxième place, ce besoin c'est 6 partis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se connaissent les places. Maintenant, la Sénat valide ça et fait le spécimen des bulletins uniques que les représentants des partis politiques viennent valider pour dire nous sommes venus pour le positionnement, effectivement, c'est dans notre place. Ça permet, parallèlement aux opérations de la Sénat qui continuent, aux partis politiques de commencer la campagne pour dire le jour de vote, votez à tel parti. Tu vois un peu. Et après, le reste suit la logistique, la formation, le recrutement des agents électoraux qu'il y a à faire. Parti, leur nom sort, ils sont formés, ils sont nommés, la commande est faite. Les opérations logistiques sont mises en mal et puis le vote devient une réalité. Très bien. Donc, en s'inspirant du calendrier de la Sénat, il a été vu donc jeudi 17. Oui. Il me semble que le positionnement, la Sénat doit convoquer les partis. Pour le positionnement sur le spécimen donc, du bulletin. Je pense que c'est dans le chronogramme, si je ne me trompe, c'est le procès acte. Donc, entre hier, la clôture du dépôt des compléments, et demain 17, le positionnement. C'est sûr que cette journée permettra de comprendre un peu qui a pu se mettre à jour ou pas sur les 7 heures, les 7 parties encore en liste, en attendant que le contentieux ouvert par le parti NFN puisse donner sa suite. D'accord. Alors, quand on dit bien souvent en période électorale,
on dit également tension. Nous avons eu des dernières élections, quelques tensions également, quelques situations qui n'ont sûrement pas plu à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Est-ce que forcément ça doit en être ainsi? Agapi, je reste avec vous d'abord. L'élection, c'est pour gagner des postes, comme on le dit, c'est pour avoir le droit ou les privilèges. Dans le cadre des élections politiques, ces élections nous servent à désigner, là, dans le cas actuel, des députés ou des honorables, comme on les appelle, honorables députés. Ils sont élus pour 4 ans. Oui. Dans le cadre de cette élection-ci, le mandat est spécialement de 3 ans pour pouvoir nous conduire vers les élections générales de 2026. Mais sur le principe, il me semble même que dès 2026, ils seront élus pour 5 ans pour coller également aux élections générales désormais l'alignement des mandats. Donc, être élu, c'est être parmi les meilleurs, c'est être désigné par ses pairs pour pouvoir conduire sa destinée. Qui n'en veut pas, sauf si vous n'avez pas cette ambition-là. Mais dès lors que vous candidatez, c'est pour quand même être parmi ceux-là. Donc, c'est logique qu'il y ait un peu de tension. Quand lorsque tout à l'heure j'ai regardé le sport, on a parlé de la Coupe du Monde, sur le terrain, il y a toujours des tensions. Quand il y a une compétition, il y a la tension. C'est pour ça qu'il y a le juge de la compétition, il y a le juge du terrain. Donc, dans le cas d'espèce, la Sénat est l'organe de gestion des élections, il y a la Cour constitutionnelle qui gère le contentieux, il y a l'État qui gère la police, mais qui n'intervient pas de manière directe dans le processus. Chacun doit jouer son rôle pour que cela puisse fonctionner. C'est-à-dire que la tension est parfois inhérente à la période, mais parfois j'ai l'impression que nous surjouons. Et moi, particulièrement, j'ai l'impression parfois que nous évoquons trop cette tension comme si c'était quelque chose d'anormal. Et on dit la paix, tout le monde crie la paix, bon. Et au point de créer une sorte de friction au sein des populations. Pour moi, la période électorale, je l'ai assimilé un peu. Bon, à une grossesse, oui, elle est caprice. Elle est désirée. C'est pas un état de maladie, la grossesse. La grossesse, c'est quand même un moment délicat où il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça, il faut faire un suivi médical, il faut un suivi psychologique, il faut se gérer, la nutrition, les médicaments à prendre, qui ne doivent pas perturber. Donc, c'est des moments particulièrement délicat où la personne, la femme, doit se contrôler sur plusieurs aspects. Pour moi, l'élection, exactement, c'est une période dans la vie d'un pays où des tests spéciaux réglementent la période, où des acteurs particuliers interviennent, où il y a un enjeu qui est l'élection. Et donc, ça crée un environnement qui n'est pas un environnement ordinaire, mais un environnement périodiquement attendu et qui doit pouvoir être géré de manière normale, selon moi. Très bien. Alors, c'est vrai, vous disiez tantôt qu'on se focalise un peu trop sur cette tension, mais moi, je me pose la question de savoir, est-ce que justement, il n'y a pas un seuil à ne pas franchir? Il faut accepter les tensions, oui, mais à un niveau donné, il faut mettre une certaine limite, Rufin Gojo. Oui, merci beaucoup. C'est une période électorale, une période festive, une période de saine tension. C'est-à-dire que vous défendez vos idées. Écoutez, vous allez voir, par circonscription, le nombre est limité. C'est 109 places. Il n'y aura pas 110 députés. Et donc, forcément, quand il y a compétition, bon, il y a quand même des coups il y a toujours un peu de tension et tout. Moi, j'appelle ça la saine tension. Je définis ma vision. Si le candidat qui est en face a des casseroles et des difficultés, je le reçois pour l'affaiblir. Pour moi, ça pose pas de problème. J'aime bien la similitude que Agapi vient de faire, mais j'ai peur que l'Institut national de la femme lui tape dessus. Cette similitude entre la femme enceinte et les élections, mais elle est parfaite. Elle est parfaite en termes caricaturaux. Vous voyez un peu. Par contre, maintenant, il y a des glissades, des déviances qu'il ne faut pas accepter. On ne peut pas, dans le cadre d'une élection, quel que soit le sujet qui vous oppose, en arriver à poser des actes dans la rue. C'est à partir de là que
ça pose problème. Mais si il y a campagne et que bon, on estime que l'autre est trop court, l'autre est trop grand, l'autre entend, mais pourquoi, attention, mais quand même, en tant qu'il a mal dirigé une structure, pourquoi il va diriger le Parlement? Ça, moi, je pense que c'est des choses normales. Mais qu'on en vienne maintenant, parce qu'en contestant une élection, vous contestez ou la loi électorale ou une disposition de la loi électorale. C'est pas acceptable. Le débat peut se faire avant le scrutin. Le débat peut se faire au niveau du Parlement ou des pressions, la société civile pour dire tel aspect peut créer des problèmes. Mais on ne peut pas changer les règles du jeu pendant le jeu et surtout éviter systématiquement. Encore que nous sommes des pays pauvres. Regardez dans les pays occidentaux, lorsqu'il y a un incident, on parle d'ouragan Katrina, on parle de différents, quelques problèmes. Dans le pays, c'est comme si c'est pas magique. Après quelques semaines, tout est réparé. Tout est réparé en Occident. Mais chez nous, quand il y a des casses, on fait combien de temps? Et puis, c'est l'argent qui va faire les routes, qui va faire les hôpitaux, qui va faire les écoles, qui va reconstruire. Ce n'est pas la peine. Et notre jeunesse a besoin d'autres choses que d'être enrôlée pour faire des casses. On n'est pas encore... c'est pas le Bénin, on est plus élégant. Nous, c'est la blague, c'est la raillerie, c'est la moquerie, puis les tapes amicales, quelques coups de jeu de coude et puis on avance, mais pas vraiment en arriver maintenant à brûler des édifices, à s'en prendre à des personnalités. Il faudrait que le Bénin renoue avec l'élégance qu'on nous connaît, aussi bien au plan national qu'au plan international. Quand vous avez sorti un peu, tous ceux qui ont connu le Bénin ont de ce pays-là, notre pays, une impression flamboyante. Oui. Ouais, un peu. Merci beaucoup, Rufin Godjo. Vous êtes expert électoral, vous êtes consultant formateur, vous êtes le directeur exécutif de Caïcédra Institute. C'était un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Merci également pour votre présence à mes côtés. Agapit Napoléon Maforican, merci. Vous êtes notre consultante politique sur notre chaîne E-Télé. Merci également pour vos éclairages ce matin. Mesdames, Messieurs, ce sera désormais ainsi chaque matin avec nos invités. 30 minutes, voire 40 minutes d'échange sur une thématique donc ayant rapport aux élections pour vous permettre de mieux comprendre le processus, pour vous permettre de mieux accompagner tout simplement ces élections ou les prochaines d'ailleurs qui vont venir au Bénin. Nous espérons donc vous avoir donné assez d'informations sur ce sujet-là de l'élection et rendez-vous demain absolument pour un autre sujet. Surtout restez avec nous car la cour commune, ce sera dans quelques minutes.